On vous le répète souvent, les ingénieurs et les scientifiques occupent une place centrale dans nos sociétés. Leur savoir-faire et leurs compétences sont indispensables pour relever les plus grands défis dans tous les domaines et résoudre les problèmes les plus complexes auxquels nos sociétés sont amenées à faire face. Mais pour autant, est-ce que tous les problèmes sur lesquels vous allez travailler sont similaires? Et approche-t-on de la même manière tous les projets et toutes les opportunités? Qu'est-ce qui distingue, en termes de processus de conception, la prouesse de faire atterrir une fusée sur une plateforme flottante, de concevoir une application comme WhatsApp, où s'échangent chaque jour plus de 100 milliards de messages? Bien entendu, les buts poursuivis et les expertises techniques mobilisées sont de nature très différentes. Mais en termes d'approche de conception, quand il s'agit de conceptualiser, de cadrer et de résoudre les nombreux problèmes soulevés par ces projets, peut-on utiliser les mêmes méthodes et les mêmes outils? Beaucoup sont tentés, et nous verrons dans ce cours les différents pièges que cela peut présenter. C'est notamment le cas quand on essaie d'approcher un problème humain, comme l'accès à l'éducation, comme un problème essentiellement technique. Il s'avère qu'on peut parfois construire des solutions techniques les plus avancées et les plus performantes, et pourtant échouer à répondre efficacement au problème ou à l'opportunité identifiée. En fait, en dehors de la simple idée de complexité, les problèmes peuvent être de nature très différente. Pour faire simple, on dira que certains problèmes sont fermés, c'est-à-dire qu'il est possible de déterminer tous les paramètres dont il faut tenir compte pour leur résolution, et qu'une solution optimale existe et qu'il est possible de la trouver. C'est le cas notamment pour les projets qui présentent beaucoup de défis techniques, mais dont la finalité et l'utilisation sont déjà connus et compris. Réduire la friction et augmenter le rendement d'un robot sur une chaîne de montage peut être considéré comme un problème fermé. D'un autre côté, on considère que certains problèmes sont ouverts, et c'est le cas de beaucoup d'opportunités entrepreneuriales. C'est des problèmes pour lesquels il n'est pas possible de définir toutes les variables à cause de leur nombre et surtout de par leur dynamisme. Les contraintes, les ressources et les acteurs évoluent très rapidement. Et surtout, ce sont des problèmes pour lesquels il n'existe pas de solution optimale. Chaque proposition est plus ou moins meilleure ou pire que la précédente. Essayer de réduire l'insécurité dans les villes, le gaspillage, l'accès aux soins sont des exemples de problèmes ouverts. Si différents facteurs tendent à faire qu'un problème soit ouvert, force est de constater que la dimension humaine y joue un rôle clé. La complexité de nos sociétés, la pluralité de nos modes de fonctionnement, de nos cultures, de nos habitudes et de nos goûts, de nos histoires respectives, confèrent aux individus une imprévisibilité qui ne cesse de nous surprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on adopte ou non un nouvel outil, une nouvelle habitude, que l'on change nos goûts? Si beaucoup d'entreprises prétendent aujourd'hui qu'il est possible d'anticiper ou de modeler chacun de nos faits et gestes, le cimetière des inventions, des produits et des services nous montre le contraire. Une immense majorité des choses qui nous sont proposées aujourd'hui ne nous conviennent pas. Or, tous les grands défis d'aujourd'hui et de demain intègrent une dimension humaine. Qu'il s'agisse de répondre à la crise climatique en changeant nos modes de vie, de réduire les inégalités, d'assurer un accès égal aux ressources, au confort, à la sécurité, à l'éducation et à la justice, qu'il s'agisse de préserver la biodiversité et les systèmes qui permettent le vivant, on ne peut pas faire l'économie d'essayer de comprendre l'être humain. Mettre l'être humain au centre du processus de conception, c'est ce qu'on appelle le Human-Centered Design. Et contrairement à ce que beaucoup croient, ce n'est pas ignorer tout ce qui n'est pas humain. C'est augmenter nos chances que ce que nous concevions soit utile et utilisable. C'est ainsi réduire le gaspillage des ressources induit par des projets qui ne fonctionnent pas une fois lancés. Le Human-Centered Design repose sur 4 principes. Le premier, c'est de se concentrer sur les gens, sur la manière dont ils vivent, et ce afin d'être en mesure de créer des choses appropriées et qui fassent sens. Le deuxième, c'est d'aller au-delà des symptômes d'un problème ou d'un besoin, et de véritablement comprendre ses racines, et ce afin d'éviter que les symptômes ne puissent réapparaître. Le troisième principe, c'est de tout envisager en système, où chaque nœud, qu'il s'agisse d'un individu, d'un objet ou d'une organisation, est connecté aux autres. Et par conséquent, où la modification de chaque nœud provoque des modifications sur le comportement des autres. Et enfin, le quatrième principe, c'est une forme d'écologie des moyens. Commencer petit, tester et apprendre. Ne pas sauter directement à une solution et passer des mois à développer quelque chose qui serait inutile. Continuellement prototyper, tester et affiner afin d'être sûr que la solution à laquelle on arrive va vraiment répondre aux besoins ou aux problèmes des gens pour lesquels on travaille. Articulés dans un processus de design, ces principes vous permettent de construire un projet lié à un problème ouvert tout en gardant un cap fort. Ils vous permettent de trouver des sources d'information, d'inspiration et de validation qui enrichissent non seulement votre projet, mais aussi votre travail en général et votre parcours. Et c'est ce que nous entendons par prototypage dans ce contexte-ci. Dans votre projet, nous vous proposons d'utiliser un processus de design en 3 temps.
Il s'agit d'étapes successives qui permettent d'augmenter vos chances de concevoir un projet qui fasse sens. Pas seulement au niveau technique, mais aussi en termes de désirabilité, de viabilité et de durabilité. La durée de chaque étape est variable et dépendra du travail accompli. Parfois, la recherche peut prendre plusieurs semaines, alors que l'idéation sera faite en quelques heures. Le diamant est utilisé comme image afin d'illustrer la dynamique des différentes phases. Une phase d'ouverture a une nature divergente. Il s'agit de collecter un maximum d'informations, de générer une multitude d'idées, de construire différentes approches. Une phase de fermeture a une nature convergente. Il s'agit de définir quelles sont les informations pertinentes, de sélectionner les idées les plus prometteuses et valider ou invalider nos hypothèses. Respecter la nature de ces phases est très important. Cela augmente vos chances d'identifier de nouvelles opportunités tout en préservant l'alignement interne de l'équipe. Mais ce n'est pas toujours facile. On est souvent tenté d'avancer alors que toutes les options n'ont pas été envisagées. Regardons ce processus un peu plus en détail. La première étape est celle de la recherche. Elle vise à construire une expertise approfondie et une approche originale d'un problème ou d'une opportunité. La seconde étape est celle de l'idéation. Un problème ouvert peut avoir une infinité de solutions potentielles. Il faut aller au-delà des solutions les plus évidentes, envisager des nouvelles approches et être en mesure de sélectionner les plus prometteuses. La troisième étape est celle du prototypage de l'idée ou des idées retenues. Cette étape permet de valider ou d'invalider l'approche du problème, de l'opportunité et des solutions. Le prototypage est par nature itératif. Si la validation n'est pas effectuée avec succès, il est nécessaire de revenir à une des étapes précédentes. Ce processus n'est pas une recette magique pour faire un projet qui marche à tous les coups. Chacune de ces étapes peut prendre jusqu'à plusieurs mois dans le contexte d'un vrai projet, et il n'est pas rare de devoir tout reprendre plusieurs fois pour arriver à un résultat convaincant. Le but n'est pas non plus simplement de valider des modules ou de cocher des cases. C'est de construire un projet, étage après étage, tout en essayant de s'assurer que les fondations soient le plus solides possible. C'est augmenter nos chances que ce que nous concevions soit à la fois utile et utilisable. Place maintenant à l'action.